Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le bilan de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, salué par le Conseil du renouveau économique algérien. Les deux organes ont tenu hier une réunion de concertation sous le thème « Améliorer le climat de l'investissement afin d'atteindre les 20 000 projets durant les 2 prochaines années ». Lancement hier du premier système algérien d'exploitation informatique 100% algérien, une distribution Linux basée sur des logiciels libres et open source qui contribuera à améliorer la performance des systèmes d'exploitation de nos ordinateurs en sécurisant notamment nos systèmes d'information. Arrestation arbitraire, violence physique et blocus médiatique, autant d'outils utilisés par le Marzen pour réduire au silence les militants et les journalistes sahraouis qui revendiquent l'autodétermination du peuple sahraoui. Et puis cette conférence sur la liberté de la presse au Maroc, brutalement interrompue par des personnes appartenant au Merzen, organisée à Paris. L'événement réunissait plusieurs militants des droits de l'homme et de journalistes. Bienvenue à tous. Réunion de concertation entre l'Agence de promotion de l'investissement et le Conseil du renouveau économique algérien. L'API, qui a enregistré près de 10 000 investissements, vise à atteindre les 20 000 projets durant les 2 années à venir, et ce en travaillant en étroite collaboration avec plusieurs secteurs. Le compte rendu de Saïda Mayouf. Améliorer le climat des investissements et réunir toutes les conditions appropriées pour la concrétisation des projets est une nécessité absolue afin de répondre aux ambitions économiques définies par les hautes autorités du pays, notamment l'objectif relatif à la réalisation de 20 000 projets d'investissement d'ici 2026. Pour l'Agence algérienne de promotion de l'investissement API, cet objectif est réalisable, d'autant que ses résultats sont concluants, acquis en seulement 2 années du lancement de son activité. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à réaliser cet objectif de 20 000 projets d'investissement et peut-être même avant les délais impartis, à condition que tout un chacun joue le rôle qui lui incombe. Je reste optimiste car en 2 années d'existence, l'API a pu enregistrer 10 496 projets d'investissement avec un coût global de 4 339 milliards de dinars. Une fois les projets mis en exploitation, pas moins de 258 000 postes d'emploi directs seront créés. Les assiettes foncières et les exportations hors hydrocarbures demeurent incontestablement un défi majeur à relever afin de parvenir aux résultats escomptés. Le nombre d'assiettes qui sont mises sur la plateforme, elles sont beaucoup moins par rapport aux attentes des opérateurs économiques. Donc le besoin il est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'en fin de compte, vous allez voir à chaque fois qu'il y a une attribution de terrain, vous allez avoir, il y a des recours derrière. Parce que Nas Madabi, des terrains, il n'y a pas assez de terrain. Mais je pense que ce problème-là sera pris en considération, qui sera pris en charge. Et on va essayer d'avoir assez de foncier industriel pour répondre aux 20 000, créations de 20 000. Donc, M. Rekash a annoncé que nous demandons à peu près, il faudra dégager plus de 40 000 hectares. Nous avons demandé près de 50 000 hectares parce qu'il y a des projets aussi d'extension qu'il faudra prendre en considération. Chaque fois, on met sur la table les questions relatives à l'amélioration du climat des affaires. Et aujourd'hui, on est là pour discuter les prérequis nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par M. le Président de la République, particulièrement ceux liés à la concrétisation effective de 20 000 projets d'investissement. La rencontre de concertation entre l'API et le CREA a constitué une occasion propice afin de souligner que le rétablissement de la confiance entre les investisseurs
et les différentes institutions administratives, ainsi que la simplification des procédures, notamment à travers le guichet unique, constituent des facteurs permettant d'atteindre le but fixé en matière de multiplication de projets d'investissement. Lancement hier du premier système algérien d'exploitation informatique 100% algérien, une distribution Linux basée sur des logiciels libres et open source qui contribuera à améliorer la performance des systèmes d'exploitation de nos ordinateurs en sécurisant notamment nos systèmes d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Emel Badari a supervisé l'opération à l'université Dr Moulay Tahar de Saïda, la qualifiant de modèle en matière de progrès, de science et d'innovation. Walid Yousfi. En face de ces écrans, ces férus d'informatique ont été mis au défi de mettre au point une distribution Linux algérienne en l'espace de 48 heures. Une variante du système d'exploitation Linux qui inclut des outils, des logiciels et un gestionnaire de paquets conçus pour répondre à des besoins spécifiques. Après 48 heures de travail acharné, sans dormir, nous avons pu atteindre notre objectif et avoir un résultat qui nous fait honneur. Nous sommes très heureux. Je remercie l'université d'avoir bien organisé cet événement. Au total, pas moins de 40 étudiants et chercheurs spécialisés en informatique ont participé à cet événement. Chaque distribution Linux a été jugée sur son degré de sécurité et son ergonomie. Nous avons félicité 3 équipes qui se sont démarquées aujourd'hui. Mais de mon point de vue, tous les participants étaient à la hauteur. Nous construisons cette société de l'information, une société d'intelligence grâce à laquelle nous améliorons et diversifions notre économie pour devenir véritablement une économie leader dans le domaine de l'intelligence informationnelle, de l'économie du savoir, de l'économie ouverte et de l'économie technologique à l'échelle régionale et nationale. De quoi allier facilité d'utilisation et sécurité, cette distribution Linux devrait améliorer les performances du réseau informatique au niveau des administrations algériennes tout en sécurisant les systèmes d'information. L'Algérie a appelé hier depuis New York la communauté internationale à maintenir son soutien à la souveraineté de la Libye et à l'intégrité de son territoire, réitérant son engagement indéfectible en faveur de tous les efforts visant à instaurer la paix, la stabilité et la réconciliation dans ce pays. Intervenant au cours d'un briefing semestriel du procureur de la Cour pénale internationale sur la Libye, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a déclaré que la crise en Libye reposait sur 3 principes constants: la sacralité de la justice, la souveraineté de la Libye et la nécessité de la stabilité régionale. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme condamne fermement les actes criminels de la part de l'occupant marocain contre les militants sahraouis dans le cadre de la politique de répression et d'intimidation des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, dont l'objectif est de les empêcher de révéler les atrocités et les violations des droits humains commises contre le peuple sahraoui, ceci en plus de son occupation illégale du Sahara occidental et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Merinda Miss. La répression exercée par le Marzen contre le peuple sahraoui s'intensifie, visant à étouffer toute contestation contre l'occupation marocaine. Arrestations arbitraires, violences physiques et blocus médiatiques sont autant d'outils utilisés pour réduire au silence les militants sahraouis qui revendiquent leur droit à l'autodétermination. Malgré ces entraves, la lutte sahraoui demeure active, portée par des journalistes, défenseurs des droits humains et citoyens engagés qui ne cesseront de dénoncer les violations perpétrées par le Marzen. Parmi eux, Mohamed Heiba Mayara, journaliste sahraoui, victime d'une violente agression physique orchestrée par les services du Marzen. Cet acte ciblé serait une réponse directe aux activités militantes de Mayara, connu pour dénoncer l'occupation du Sahara occidental et l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Ces prises de position politiques dérangent tout comme son travail pour exposer les violations des droits humains dans la région.
Des violations massives des droits civils, politiques, économiques et sociaux se produisent quotidiennement, au point que la région où nous vivons est devenue une zone totalement fermée. En tant que journaliste, je peux vous affirmer que toutes les informations et les statistiques distillées par le régime du Marzen sont falsifiées. Plus de 500 observateurs étrangers et journalistes ont été empêchés d'entrer au Sahara occidental depuis 2015. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans une zone totalement fermée. Mohamed Heiba Mayara n'est ni le premier ni le dernier à subir la répression du régime marocain, comme les centaines de militants et journalistes sahraouis. Ces derniers font face à des tentatives constantes de censure alors qu'ils cherchent à révéler la réalité des territoires occupés et à dénoncer les violations des droits humains commises quotidiennement par le Marzen. Et puis une conférence sur la liberté de la presse au Maroc, organisée à Paris et réunissant plusieurs militants des droits de l'homme et de journalistes, a été brutalement interrompue par des hommes de main du Marzen, selon des témoins qui ont rapporté l'incident à Raouf Hamouche. La traque aux voix marocaines libres se poursuit. Cela s'est passé à Paris, où une conférence sur la liberté de la presse au Maroc, réunissant plusieurs militants des droits de l'homme et des journalistes, a été soudainement et brutalement interrompue par les sbires de Mohamed VI. Des témoins qui ont rapporté l'incident affirment que ces fauteurs de troubles sont directement liés au service marocain. Insultes, intimidations, le régime du Marzen qui interdit la libre expression sur son territoire, étend également son influence en dehors de ses frontières, dans une tentative de donner une meilleure image de lui et de la stabilité du pays, et de dissimuler la corruption qui gangrène le royaume. Chaque année, nous organisons un cycle de rencontres-débats sur la liberté de la presse ici à Paris. Et chaque année, plusieurs personnes essaient d'interrompre cette conférence d'une manière brutale et inquiétante. Car aujourd'hui au Maroc, le Marzen brandit fièrement son soutien à l'occupation sioniste à travers la presse audiovisuelle et écrite. Et cela ne passe évidemment pas chez la population marocaine. Pendant que les grandes ressources du pays sont exploitées par les élites du Marzen, le citoyen marocain se contente de ses maigres revenus pour survivre. L'accord de normalisation avec l'entité sioniste n'a pas sorti le Marzen de l'impasse, bien que le régime ait suivi aveuglement les injonctions de l'entité sioniste. Le Maroc se retrouve ainsi dans une spirale d'endettement et de fragilité sociale, mettant en évidence l'incapacité du Marzen à répondre aux besoins de son peuple, tout en satisfaisant les attentes de ses alliés. À Gaza, au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin, dont un bébé dans des frappes de l'armée sioniste. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres blessés hier soir lors de bombardements sionistes contre des camps de réfugiés et des villes palestiniennes au moment où le pillage de l'aide humanitaire à Gaza devient systématique. Hier, un convoi onusien de 109 camions d'aide alimentaire a été attaqué par des pilleurs sionistes après son entrée dans le territoire palestinien par le poste frontalier de Karam Abou Salem. Et seuls 11 camions ont pu parvenir à destination. Sachez aussi que 70 000 civils dans le nord de la bande de Gaza risquent de mourir de faim et de soif s'ils survivent aux intenses attaques menées par l'armée sioniste. Au Liban, 28 personnes sont tombées en martyrs et 107 autres blessées dans des raids de l'armée sioniste menés ces dernières 24 heures. L'UNICEF a alerté sur plus de 200 enfants tombés en martyrs près de 2 mois après l'intensification de l'agression sioniste. Hier, l'entité sioniste a lancé une nouvelle attaque contre une base de la mission de maintien de la paix de l'ONU, blessant 4 de ses soldats. Santé, pour terminer, novembre se teinte de bleu pour sensibiliser autour des cancers masculins, notamment celui de la prostate, une maladie grave qui touche beaucoup d'hommes mais qui peut guérir si elle est détectée suffisamment tôt, d'où l'importance du dépistage à partir de 40 ans. C'est ce que nous démontre le témoignage d'un malade en rémission approché par Raouf Hamouche. Reportage. C'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. L'adénocarcinome ou cancer de la prostate touche environ un homme sur 6. En Algérie, cette pathologie est souvent détectée tardivement, vers la fin de la soixantaine. Ce cancer, Mohamed a pu le vaincre en 2017 après avoir été diagnostiqué 3 ans auparavant. Aujourd'hui, Mohamed est en bonne santé. Personnellement, je n'en fais pas de symptômes. Le cas la maladie qui m'a bien fait la radio, je ne fais pas l'âge. Un diagnostic à partir de l'âge de 45 ans ou de 50 ans, il faut le faire. Il faut le faire. Ça ne demande rien.
Le patient, après lui avoir expliqué toutes les modalités thérapeutiques, il a préféré se faire opérer. Mais comme vous l'avez vu, il est, alhamdoulilah, il est bien rétentionniste, il retient ses urines et tout ça, etc. Et même sur le plan intime, etc., il arrive à régler son problème en utilisant des traitements. Les spécialistes expliquent ce phénomène par la hausse, entre autres, de la moyenne de l'espérance de vie dans notre pays, estimée à 76 ans, et bien d'autres facteurs. Le conseil que je donne à tous mes frères algériens, etc., d'aller faire le dépistage comme une fois par an, etc., à partir de 50 ans, 55 ans. Si par exemple il y a de la famille, il y a des cancers de prostate, il faut y aller un peu précocement, à partir de 45 ans, ou bien il y a actuellement quelque chose qu'on est en train de travailler un petit peu sur l'oncogénétique. Surtout, c'est les familles qui font, par exemple, beaucoup de cancers du sein et cancers de l'ovaire. Là, leurs hommes doivent faire un peu, parfois, il faut faire, ce qui se fait actuellement dans le monde, faire de l'enquête oncogénétique. À la lumière des résultats, le médecin traitant pourrait diagnostiquer l'évolution de la maladie et les formes de thérapie auxquelles le malade doit se soumettre. Donc, ce que je dis à mes compatriotes, de faire un dosage de PSA, etc., de voir l'urologue, un toucher rectal et tout ça, et de là, on décide, soit c'est une hypertrophie bénigne de prostate, hyperplasie bénigne de prostate, là, on traite médicalement, tout va rentrer dans l'ordre, etc., ou bien il faut opérer, faire un grattage, comme on dit, c'est la résection endoscopique, etc., ou bien autre thérapeutique, ça, c'est l'adénome de la prostate, donc c'est bénin. Si c'est un cancer de prostate, là, on tombe sur une tumeur précocement, donc on la traite de façon curative et on n'a que de bons diagnostics. Les cas de cancer de la prostate connaissent une croissance inquiétante en Algérie avec plus de 1000 cas enregistrés annuellement. Le dépistage est essentiel à plus d'un titre car la maladie peut être traitée si elle est prise en charge à temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.